Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. J'ai souri quand j'ai entendu la contraction du titre que vous aviez faite, puisque donc le titre c'est «L'État qu'il nous faut» et le sous-titre du livre c'était «Des relations à renouer dans le nouveau régime climatique». Et quand on veut aller vite, effectivement, on fait cette contraction, et je le dis bien sûr en souriant. Mais donc le terme que vous avez supprimé dans la contraction, c'est «relation». Alors que précisément, tout ce que nous essayons de montrer d'étudier, c'est que ce qui nous semble manquer terriblement aujourd'hui, c'est la relation entre, pour le dire globalement, l'État et les citoyens, étant entendu que nous proposons au tout début de l'ouvrage une sorte de ce qu'on a appelé un glossaire manifeste pour dire, définir ou plutôt préciser ce qu'on entendait par chaque mot, et que quand je vais dire l'État ici, en réalité, on parle de l'ensemble de la machine publique, l'État, mais ses relations avec les collectivités et l'action publique de façon générale. Donc, pardon, c'était un petit clin d'œil boutade, mais c'est intéressant que précisément ce soit ce mot-là que vous ayez retiré. On a été très marqué par différentes choses, mais notamment par les travaux de Bruno Latour. Et il a cette expression qui nous a marqué, l'idée que des muets parlent à des sourds. Et c'est au fond là-dessus qu'on a essayé de travailler, justement pour rétablir des relations. Je ne sais pas bien, enfin, j'avais préparé effectivement quelques éléments à dire à partir de ce livre. Donc, on l'a écrit à quatre, un qui restera anonyme, et Daniel Agacinski et Romain Baucher. Notre point de départ, au fond, c'était qu'on venait tous de l'État, enfin, de l'État, on avait tous travaillé pour le service public et pour l'intérêt général, dans des univers extrêmement différents les uns des autres, et que pour autant, on avait tous les mêmes expériences, à la fois de frustration terrible. Vous avez souligné l'étude la note de nos services publics qui dit, certes, combien est externalisé, mais qui dit aussi, en réalité, la souffrance au travail ressentie par la plupart des agents publics, de quelque catégorie que ce soit. Et cette frustration-là, frustration dans un travail qui perd du sens, frustration dans des injonctions contradictoires, nous a marqué. Et puis, comme on avait par ailleurs également comme point commun de ne pas être complètement fataliste et de se dire qu'il y avait probablement des choses à en tirer, on a essayé de travailler là-dessus, d'autant plus que, enfin, ce qui a été l'un des éléments déclencheurs, c'est cette question du nouveau régime climatique, et de se dire, au fond, euh, l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas prêt à faire face à ce nouveau régime climatique. Pour autant, nous sommes convaincus que nous avons besoin de l'État pour y faire face. Les colibris ont été et sont extrêmement importants, à la fois dans une action locale qui donne à voir d'exemples et de prise de conscience, mais très clairement ne suffiront pas. Au fond, le cinéma et la littérature nous montrent assez bien toutes les dystopies dans lesquelles on peut tomber, et hélas, on les voit apparaître potentiellement au quotidien également. Et donc, si on veut avancer dans une société qui ne mette personne sur le côté, qui ne prédéfinisse pas qu'au fond, si la moitié de la société disparaît, ce n'est pas très grave. Si on ne veut pas ça, si on croit encore à une société démocratique et émancipatrice, alors nous avons besoin de l'État parce qu'il est le seul à être en capacité d'organiser une action commune, et je joue sur le double sens du mot commun, une action commune, c'est-à-dire tous ensemble, et c'est-à-dire également qui préserve justement les communs, une action pour l'ensemble de la société, et j'insiste là-dessus, l'État est le seul à pouvoir être dans la position d'avoir une vision et des dialogues
très macro et stratégique, parce que dans ce nouveau régime climatique, l'idée de ne regarder que la France est absolument impossible. Le climat ne s'arrête pas à nos frontières. Et donc, on a besoin d'États pour parler aux États, et donc on a besoin de ce niveau-là. Et en même temps, pensons-nous, l'État et l'action publique est également extrêmement important pour être à l'échelle locale et ne pas être que dans un truc complètement stratosphérique. Pourquoi? D'abord parce que c'est son rôle, et ensuite parce que l'État, ce n'est pas juste une abstraction. C'est certes un concept de philosophie politique, mais c'est d'abord et avant tout les hommes et les femmes qui travaillent dans l'État. Donc, on a observé ça, que l'État n'était pas organisé pour, et qu'en même temps, nous avions besoin de l'État. Donc, au fond, de quel État avons-nous besoin pour avancer dans ce nouveau régime climatique? Et ce qui nous est apparu assez vite, enfin tout de suite, ce qui a été le sous-jacent de l'ensemble du livre, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui apparaître dans certaines tribunes qui parlent de la réforme de l'État, qui n'engage la discussion que sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Soit dit en passant, il n'y a pas que des fonctionnaires qui travaillent pour l'État, il y a un nombre très important d'agents publics qui ne sont pas moins dévoués et pour lesquels juste entendre la réduction du nombre de fonctionnaires est toujours intéressant. Enfin, intéressant, pardon, c'est très ironique quand je dis ça. Donc, on voit que la seule manière dont on aborde aujourd'hui la question de la réforme de l'État, c'est en parlant de réforme ou en parlant de diminution du nombre de fonctionnaires, alors même que, entre nous, qui parle de réforme de l'État? Est-ce que les citoyens, dans leur vie quotidienne, parlent de réforme de l'État? Est-ce que même ça évoque quelque chose? Est-ce que ce n'est pas complètement euh, de l'entre-soi de parler de réforme de l'État? Au fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'éloigner des questions de l'efficience, des questions d'économie à tout prix, mais de reparler du sens. Et de se dire, le sens, que voulons-nous? Que voulons-nous comme société? Doit être un sujet politique. Et que donc, il ne s'agit pas de se demander, comme un jeu de mécano, quelle devrait être la réforme de l'État et quelles devraient être les différentes missions des différents blocs ministériels, mais plutôt, quelle société voulons-nous, de façon concertée, discutée, étayée, démocratique, pour que ce vers quoi nous allons avancer, et peut-être les efforts qu'il faudra faire à certains endroits, puissent être acceptables, parce que ça rentrerait dans une recherche de sens et d'intérêt général global. Voilà ce qui a sous-tendu notre réflexion de départ. Et si vous le voulez bien, quand on a préparé ce séminaire, on a discuté de quelques points sur lesquels je voudrais faire un court développement ce matin, à la fois au fond, quels sont les blocages qu'on rencontre aujourd'hui, notamment quand on travaille dans le public, pour être dans cette recherche de sens. Et puis, au fond, quelles sont les propositions que nous avançons modestement. Et je le dis dès le démarrage, nous n'avons pas travaillé directement sur les institutions. Je vous entendais, Yves disait, il est clair qu'il faut changer les institutions. Au fond, on est resté, nous, en deçà de ça, pour parler de quoi avons-nous besoin pour être en capacité de dialoguer et de renouer des relations. Donc, le premier point sur les blocages qu'on rencontre quand on travaille comme ça pour le public, j'emploie le terme public de façon générale, et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que 80% des agents publics disent qu'ils sont malheureux dans leur travail et qu'ils ont, notamment parce qu'ils ont cette perte de sens? Et quand je parle de blocage, je ne parle pas juste ici de blocage technique qu'il faudrait lever, mais au fond de véritables apories presque, apories. La première sur laquelle je parlerai un instant, c'est la question des injonctions contradictoires, de celles qui rendent fou.
Euh, je, je relisais l'autre jour des passages d'Alice au Pays des Merveilles, on n'en est pas très loin de ce truc où à un moment, toutes les injonctions sont tellement contradictoires qu'au fond, on ne sait plus comment avancer. La deuxième, sur laquelle je reviendrai, c'est que c'est ce que j'ai commencé à dire, l'État existe par les hommes et les femmes qui travaillent dedans. Donc, quels soins prenons-nous de ces hommes et de ces femmes? Comment leur donnons-nous les capacités à mener à bien leur travail et leur mission? Et puis, le troisième point, c'est la question de la déformation du langage. Comme on n'a pas trop de temps, j'en dis un mot ici parce que je ne pourrais pas tout développer. Nous avons fait au début de notre ouvrage ce glossaire manifeste pour préciser ce que nous entendions par tel ou tel mot. Quand nous parlons de l'État, nous parlons de cela. Quand nous parlons des citoyens, nous parlons de cela. Et donc, par exemple, quand on parle des citoyens dans notre ouvrage, au fond, on parle de tous ceux qui sont là et qui résident en France. Et on ne parle pas de la citoyenneté, on ne parle pas d'être majeur parce qu'on a le droit de voter ni rien, on parle de tous ceux qui sont là. Bref, quand on reprécise tout ça, c'est parce qu'on se rend compte à quel point le langage est porteur au départ d'incompréhension et puis finalement de divergences de plus en plus grandes. Je suis frappée de voir que pendant que nous travaillons là-dessus, dans le même temps en tout cas, Sandra Lucbert a sorti un livre qui s'appelle « Le ministère des comptes publics », que je vous recommande, qui est précisément là-dessus. Comment le langage donne un cadre de pensée et finit par imposer un cadre de pensée qui va orienter les réflexions alors qu'il parle dans cette présupposée qui n'est pas étayée. Je suis frappée de voir que les éditions Anamosa ont sorti une collection qui s'appelle « Le mot est faible », qui est une collection dans laquelle chaque ouvrage porte exclusivement sur un mot et d'essayer de comprendre et de redire ce que signifie ce mot, comment il a pu être employé, mal employé, etc. On le voit, et l'exemple évidemment le plus courant, c'est de montrer à quel point le cadre du langage formate un cadre de pensée et donne un référentiel qui finit par devenir, par rendre fou. Alors d'abord, ça formate le cadre de pensée. L'exemple le plus courant, c'est est-ce qu'on parle de cotisation sociale ou de charge sociale? Évidemment, on n'entend pas du tout la même chose derrière. Mais pour les agents publics, on en arrive à quelque chose qui finit par rendre fou, effectivement, notamment parce qu'il sous-tend toutes ces injonctions contradictoires. Dans l'absurde, je pense notamment dans la littérature de l'absurde, les auteurs comme Ionesco finissent par nous donner les clés pour comprendre le cadre de pensée. Là, comme le cadre de pensée est éclaté et qu'il n'y a plus de référentiel commun, écologie ne signifie plus la même chose. Je vais dire un mot provoqueur exprès. Le mot start-up ne signifie pas la même chose pour tout le monde, etc. etc. Donc, j'en fais pas un trop long développement. Et ce qui est sûr, c'est que quand on parle de social, de liberté, de dette, je crois qu'il est temps qu'on s'entende sur un cadre de langage qui redevienne commun et que le travail sur la langue, au fond, est un préalable à toute discussion. J'ai mal chronométré mon temps et du coup, je ne sais pas bien à quelle heure j'ai commencé. Il me reste quoi, 5 minutes? À peu près. Ok, pardon. Alors, je vais beaucoup plus vite, j'ai été trop longue au début. Donc, un mot sur les injonctions contradictoires. Ces injonctions contradictoires, on les voit à toutes les échelles. On les voit au quotidien pour les agents publics, à la fois dans la demande de résultats effectifs et de blocage permanent pour atteindre ces résultats, dans les absences de décision. On les voit dans ce qui est dit, je pense par exemple aux politiques d'éducation artistique et culturelle qui sont mises en avant, communiquées dessus, etc., dans le discours et dans des dispositifs qui sont mis en place. Et de l'autre côté, la fin de la formation des enseignants sur l'éducation artistique et culturelle. On voit bien que dans les politiques qui sont mises en place, d'un côté d'un ministère, on va mettre en place des choses et le faire assez sincèrement et porté par des agents qui vont le faire sincèrement. De l'autre côté, des décisions
vont venir de façon totalement contradictoire. Dans l'écologie, on en voit évidemment en permanence entre une fiscalité particulière pour décarboner et puis du soutien à des industries qui sont extrêmement polluantes et qu'on a besoin de faire pour des raisons qui sont probablement tout à fait pertinentes. Mais on voit bien qu'il y a des injonctions contradictoires et qu'au fond, il faut réinterroger le sens profond pour savoir vers où on va. Oui, en fait, j'en ai dit beaucoup au début. Le deuxième point sur l'État existe par les hommes et les femmes qui la composent. Au fond, on l'a dit, l'approche la plus courante, c'est de parler de la réduction des fonctionnaires. Et je voudrais pointer un grand écart qui rend impossible le dialogue, qui est en même temps qu'on lit qu'on réduira de tant de fonctionnaires la fonction publique, on voit particulièrement en ce moment les besoins criants d'effectifs sur la santé, sur l'éducation, comme s'il y avait une dissociation cognitive presque entre les grands discours sur la réforme de l'État, dont on comprend en disant ça qu'ils sont déconnectés de la réalité de ce que vivent les gens au quotidien, et de l'autre côté, la perte de sens des agents publics qui se rendent compte, dans certaines strates, notamment des ministères, qu'ils sont dans ce que David Graeber a appelé des bullshit jobs. Ou peut-être qu'effectivement, les strates hiérarchiques tellement importantes empêchent des gens d'aller au bout de leurs résultats. Au fond, on crée le problème et on l'alimente en disant « vous êtes trop nombreux, vous ne servez à rien », mais en rajoutant à des endroits où peut-être c'est moins utile et en retirant à des endroits de services publics réels que vivent les citoyens sur le territoire. Voilà, pardon, je suis un peu… je n'y arrive pas ce matin. Dernier point, sur la manière de pouvoir reparler des hommes et des femmes qui composent l'action publique et des relations à renouer. Je reviens un instant sur Bruno Latour, qui nous a marqué, et notamment sur le travail qu'il fait sur les chantiers boussoles. Il pointe sur ces chantiers boussoles le fait que la relation est forcément à deux et que c'est bien des deux côtés qu'il faut la travailler. Et j'en terminerai sur, au fond, quelles sont nos propositions. Si on veut pouvoir renouer des relations et pour travailler sur l'État qu'il nous faut, il nous faut à la fois travailler bien sûr sur l'État, sur le sens de l'action publique, mais également sur les citoyens et les mettre en capacité de décider de l'État qu'il nous faut. Or, aujourd'hui, Bruno Latour pointe qu'au fond, les citoyens ne sont plus, je n'aime pas le mot armés parce qu'il est un peu vindicatif, mais pour discuter effectivement. J'en arrive donc à la question des propositions. On n'a pas travaillé directement sur les institutions parce qu'on a essayé de travailler au fond presque en amont des institutions pour donner la capacité des uns et des autres aux uns et aux autres à avoir ce dialogue démocratique sur quel est le sens que nous voulons donner à l'action publique et quelle société nous voulons. Et pour ça, au fond, on propose 5 choses. 1, de redonner de la capacité d'agir à toutes les échelles aux citoyens, à la société civile constituée comme association, aux agents publics réellement, et donc à l'État. Donc, redonner de la capacité d'agir. 2, pour redonner de la capacité d'agir, en capaciter les gens à travers l'éducation et la responsabilisation dans le travail. Quand je parle de leur redonner de la capacité d'agir, de leur apprendre à avoir de la capacité d'agir dans l'éducation, c'est notamment de leur redonner tout ce qu'il faut pour observer, penser, formuler et dire. Je note que dans la formation des élites, ou de ceux qu'on appelle les élites, il y a des formations extrêmement larges, notamment dans les humanités, alors que pour toute une partie de la population, au fond, on pousse vers des études d'employabilité. Et cette déconnexion entre les deux
se retrouvent dans la manière dont on n'arrive plus à se parler derrière. Donc, capacité d'agir, en capacité les gens, travail sur le langage, on en a parlé, et planification pour, dans le cadre de l'État, savoir vers où on va et pouvoir travailler ensemble sur, sur le très long terme. Au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est être capable de proposer dès aujourd'hui et en confiance avec les politiques et les citoyens, de travailler dès aujourd'hui sur le court terme et le long terme, en n'ayant pas peur du long terme. Et c'est là qu'on en revient à l'écologie. L'écologie, on ne va pas changer du jour au lendemain, mais on voit bien que si on parle d'urgence, c'est parce que précisément, on aura besoin du temps long. Dans l'éducation, c'est pareil. Quand on travaille sur l'éducation aujourd'hui, au fond, c'est pour en avoir des résultats dans 30 ans, et ça ne sert à rien d'en avoir